Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours assez commenté de Marguerite Stern, en s'appuyant sur une de ses interviews récentes. Son évolution est pour le moins notable. Oui, tout à fait. Et cette interview permet de retracer un peu son point de départ. On parle de son engagement chez Femen entre 2012 et 2015. D'accord. Et ce qui l'a poussé au début, d'après ce qu'elle dit, c'est vraiment une expérience personnelle. Le harcèlement de rue qu'elle vivait à Paris, dans le quartier Barbès. Une colère, donc, à l'origine. Et Femen, à l'époque, c'était quoi l'idéologie affichée? Alors, elle le rappelle, c'était une lutte contre les institutions religieuses, contre les dictatures. Là, elle insiste sur la défense de la liberté d'expression, et aussi contre l'industrie du sexe. Et les méthodes Femen, on s'en souvient, c'était très... Ah oui, très coup de poing. Elle parle de mise en scène, presque des tableaux vivants, avec une vraie recherche sur les slogans, l'esthétique. Le but, c'était de choquer, de forcer le débat. Elle raconte aussi l'intensité de cette période. La sororité, les actions fortes à l'étranger. Elle a même fait 1 mois de prison en Tunisie. Oui, c'est ça. Et puis la vie dans ce squat à Clichy, qu'elle appelle éthique, il y avait cette fresque de Charb. Ah oui, le dessinateur de Charlie Hebdo. Exactement. Une fresque est d'ailleurs conservée à la BNF maintenant. Et elle dit avec le recul qu'il y avait une sorte d'addiction à l'adrénaline. C'est son mot. C'est fort. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est son évolution plus récente. Ce virage, on peut le dire radical. Oui, elle se définit maintenant comme féministe conservatrice. Et elle a même présenté des excuses publiques aux catholiques. C'est ça qu'on va essayer de comprendre en se basant uniquement sur ses propos dans cet entretien. Alors, allons-y. Comment elle explique ce passage, disons, de la gauche à la droite? Elle parle de la civilisation française européenne. C'est ça. Elle met en avant la valeur des rites, notamment catholiques, qu'elle voit comme structurants pour la société, pour la cohésion. Donc une importance accordée à la préservation d'une identité, d'un patrimoine, et l'Église catholique y aurait sa place. Oui, y compris culturellement, architecturalement. Elle dit que c'est important même pour les non-croyants. Et ça nous amène à ces fameuses excuses aux catholiques. Elle dit bien excuse, pas pardon. Pourquoi cette démarche au juste? Elle présente ça comme un cas de conscience, quelque chose de mûrement réfléchi. Elle a le sentiment, dit-elle, d'avoir contribué à un climat de haine contre les catholiques. Elle regrette certaines actions. Oui, elle cite l'action contre Civitas, le groupe catholique traditionnaliste, où elles avaient utilisé des extincteurs. Elle reconnaît a posteriori qu'il y aurait pu y avoir un accident. D'accord. Et elle précise bien que ces excuses, c'est une démarche personnelle indépendante du procès qu'il y a eu autour de cette affaire où elle a d'ailleurs été relaxée. Logiquement, ce positionnement s'accompagne d'une critique du féminisme actuel. Elle n'y va pas de main morte, semble-t-il. Non, effectivement, elle dénonce ce qu'elle perçoit comme une hypersexualisation. Elle donne des exemples, les slogans très crus, certaines danses en manif, ou le fait de présenter le voile ou la prostitution comme un empouvoirment. Pour elle, ça dessert la cause. C'est un sacré contraste avec l'image des fémènes, même si elle disait que leur nudité était désexualisée. Elle critique aussi autre chose, non? Le mélange entre militantisme et thérapie. Oui, exactement. Elle suggère que parfois, des traumatismes personnels non soignés pourraient se transformer en haine des hommes dans le militantisme. Et elle propose quoi alors? Elle suggère plutôt de créer des centres de soins pour les femmes victimes de violences. Une approche plus thérapeutique en complément ou à la place. Parlons de la liberté d'expression. Elle fait un lien direct entre ces positions. Par exemple, sur ce qu'elle appelle le transgenrisme Oui, c'est le terme qu'elle utilise pour critiquer une certaine vision d'identité de genre. et les tentatives de censure qu'elle dit subir. Tout à fait. Elle cite même Orwell. La liberté, c'est le droit de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est un peu sa ligne de défense. Et elle mentionne une plainte récente. Oui, celle de SOS Racisme, après des propos qu'elle a tenus sur le média en ligne Livre Noir en juillet 2023. Elle y faisait un lien entre immigration et violences faites aux femmes en disant s'appuyer sur des chiffres du ministère de l'Intérieur. Et elle se défend comment? Elle revendique son droit à décrire la réalité et elle s'interroge sur l'utilisation des fonds publics par cette plainte. Et personnellement, ce changement idéologique, elle en parle? Est-ce que c'est difficile à vivre? Oui, elle évoque un sentiment de déchirement, de trahison par rapport à ses anciennes camarades fémènes, même si elle dit que les ponts sont coupés. Et ça génère, selon ses mots, une instabilité, un doute permanent. Un doute permanent. C'est assez fort. Et pour finir, il y a ce lien qu'elle fait, un peu inattendu,
sur le plan philosophique. Ah oui, c'est assez surprenant. Elle met en parallèle son combat contre ce qu'elle perçoit comme une volonté de l'humain de se voir comme son propre créateur, de modeler le vivant sans limite, et sa critique du transgenrisme s'inscrit là-dedans. Elle met ça en parallèle avec quoi? Avec une certaine humilité qu'elle trouve dans la philosophie catholique, une sorte de respect du vivant, des lois de la nature. Alors même qu'elle n'est pas croyante. Justement, elle le précise bien, ce n'est pas la foi, mais elle trouve un écho philosophique à ses propres inquiétudes sur les limites à ne pas dépasser. Bon, si on résume rapidement, on a une trajectoire qui va de l'activisme féminin, très radical, très provocateur, à une posture aujourd'hui conservatrice qui défend le patrimoine, la tradition, avec une autocritique forte et une critique virulente des féminismes actuels. C'est ça. Et peut-être une idée à retenir, c'est cette réflexion qu'elle livre sur le doute. Le doute comme conséquence, voire comme nécessité de l'évolution intellectuelle. Ou alors cet autre point, ce lien qu'elle tisse entre sa critique de ce qu'elle voit comme des excès de la modernité et une forme de sagesse qu'elle perçoit dans la tradition catholique sur le respect de la nature, tout ça sans la foi. C'est matière à réflexion.